Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout, la dernière de la saison. Alors, ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue, encore une fois, en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, toi, tu vas nous présenter un petit interlude musical. Moi, je vais parler d'un personnage légendaire de l'histoire du Québec, mais qui est en même temps un personnage historique. Mais tout le monde ne sait pas qui était ce gars-là dont Gilles Vigneault a chanté les mérites, Joe Monferrand. Mais tout d'abord, on y va en musique avec Charles. Tu vas nous faire un petit interlude en nous parler de faits de l'histoire de la musique. Et puis, en même temps aussi, le sujet, en fait, mes derniers sujets m'ont été un peu inspirés par Claude Morin, notre directeur et producteur. Et puis, je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour le remercier pour tous ses accomplissements pour nous autres au cours des dernières années, n'est-ce pas? En effet, tout à fait. Et puis, toute l'équipe aussi à la TVC, là... Je me joins à tes remerciements. J'en profite pour mentionner ce fait-là. Alors, Claude, si jamais je me trompe dans le solfège, tu pourras me reprendre après, parce que c'est un musicien émérite, notre ami Claude. En effet. Alors, le mot musique trouve son origine dans l'idée des muses du panthéon grec. Une muse, en fait, c'était des déesses qui étaient à la source de l'inspiration artistique. On retrouve, par exemple, la danse, ça avait le nom de Terpsichore, et puis la musique, par contre... Pour nous autres, ça serait Clio qui était la muse de l'histoire. De l'histoire, en fait. Ouais. Merveilleux. Bon, ben on a trouvé notre muse. En effet. La musique veut dire tout simplement art des muses. C'est pas spécifique pour... les premières notes de l'Antiquité, dans l'Antiquité, ça comportait pas 8 degrés comme on a aujourd'hui. Ça variait beaucoup. Il y en a eu qui ont eu jusqu'à 12 notes, qu'on prenait des quarts de ton. C'était pas la notation moyenâgeuse non plus, comme le chant grégorien qui est apparu à cette époque. Là, on va parler de la plus longue pièce de musique. C'est contemporain. John Cage, qui est un compositeur très connu, a composé une pièce qu'il a appelée Organ Squared / ASLSP, ce qui veut dire ASLSP le plus lentement possible. Donc, cette pièce-là va avoir une durée de 630 ans. Et puis, la présentation a débuté en 2001 à Halberstadt, en Allemagne, dans l'église. Et croyez-moi, aujourd'hui, allez voir sur YouTube, ça continue. La fin est prévue pour 2640. Maintenant, si elle a commencé en 2001, c'est 2640, elle devrait finir en 2631, finalement. Ben oui. D'après moi, ils se sont gardés 9 ans pour le rappel. C'est ça. Possible que ça soit ça. La pièce la plus courte, OK? Elle s'appelle You Suffer Clocking. Ça, c'est un groupe de heavy metal japonais qui s'appelle Nippon Death. Soit dit en passant, elle dure 1,316 secondes. Là, on parle de pièces avec un copyright dessus. Là. Ouais, OK, c'est pas juste parce que n'importe qui est capable de faire un accord de musique, mais celle-là, elle a un titre. Notre infomane national pourrait peut-être contester parce qu'il a fait jouer par l'Orchestre symphonique de Montréal les notes qui annoncent l'arrivée du métro de Montréal. Je me souviens d'avoir vu ça. Ça cadre très bien dans Oui. C'est les éphémérides, ni plus ni moins, de la musique. Durant des recherches que j'ai faites récemment là, pour d'autres sujets, j'ai pris note de certains faits qui m'ont étonné, puis c'est le choix du président, ni plus ni moins aujourd'hui, mais c'est vrai, les notes du métro, les 3 petites notes, malheureusement, ils ont disparu avec les nouvelles formes de métro. Oui. Je crois qu'on les entend plus, mais je les ai entendus souvent. D'ailleurs, à ce sujet, le seuil de l'audition humaine, ça se situe dans une plage entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, quand on utilise de l'équipement d'enregistrement audio ou numérique, on se concentre uniquement sur cette plage-là. Les animaux, cependant, ils entendent dans des fréquences supérieures et inférieures. Ce qui fait que, par exemple, si on joue de la musique à un chien, il va réagir d'une façon alors que nous autres, on n'entendra peut-être même pas le son. Si on enregistre la voix de son maître, il ne la reconnaîtra pas parce qu'il y a des fréquences qui ne sont pas là dans l'enregistrement alors que lui les entend, l'animal les entend. Ce qui amène aussi à conclure qu'il y a plusieurs animaux qui comprennent le rythme, entre autres beaucoup d'oiseaux.
Et puis, ceux qui sont le plus habiles au niveau rythme et musicalité sont les mammifères marins. Allez savoir pourquoi. Il est possible que, comme il y a une communication sonore sous-marine, on dit que les baleines peuvent s'entendre à plusieurs kilomètres de distance, que l'océan n'est plus ni moins qu'une grande salle résonante. Ça serait facile de concevoir que la musique, elle atteint plus le cerveau marin que les autres. Les premières touches des pianos primitifs, c'est-à-dire les clavecins, les pianos fortés, les épinettes, étaient à l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les notes toniques n'étaient pas blanches et les demi-tons étaient blancs, eux autres. Donc, ça a pris plusieurs années, sinon des décennies, avant que quelqu'un réalise que c'était pas la bonne formule. Parce que quand on fait les notes blanches, on voit bien mieux les séparations quand ils sont noirs, donc c'est plus facile à jouer. Ce qui m'amène à penser que souvent, les solutions évidentes vont nous échapper pendant très, très longtemps pour une raison obscure, c'est le cas de le dire. En 2016, Mozart a vendu plus de CD que Beyoncé. 2016, cette année-là spécifiquement. Puis je trouvais ça étrange un peu parce que je sais que la musique classique, c'est un énorme marché, mais comparé à la musique populaire, normalement, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais voici que cette année-là, ils ont sorti un coffret de l'intégrale de Mozart qui comprend 200 CD. Donc, c'est pas compliqué à voir pourquoi que D'ailleurs, aussi, la diffusion en continu commençait là, 2016-2017. Alors, chaque coffret vendu comptait pour 200 ventes, puis ils les ont vendus au complet. Donc, Mozart s'est trouvé à vendre plus de CD que Beyoncé cette année-là seulement. D'ailleurs, ce qui m'a amené à m'intéresser aux faits étranges dans la musique, il y a bien des années, alors que j'apprenais le piano enfant, mon professeur de piano, Mme Minette, m'avait raconté l'histoire de la mort de Mozart. Encore aujourd'hui, c'est un sujet qui vaudrait une émission à dormir debout à lui tout seul. Maintenant, Cole Hudson, c'est un batteur. Bien, lui, il a atteint 137,2 décibels durant un spectacle. Je ne vois pas l'endroit du spectacle, mais aujourd'hui, on quantifie les choses d'une drôle de façon. On parlait de mètres, mais si on parlait de grande distance, on va dire un terrain de football. Dans le son, c'est évidemment l'avion à réaction. Alors, ce batteur-là a atteint un niveau sonore plus élevé qu'un avion à réaction qui décolle. Wow! J'aurais pas aimé entendre ça, mais c'est quand même assez impressionnant. Tiré directement du livre des records, sans doute. L'auteur de l'hymne national bosnien devait être payé 17 000 en 1998. Mais là, dernièrement, on est allé vérifier, il attend encore sa paye. Il faut croire qu'ils ont de la difficulté dans ces pays-là. Maintenant, j'espère que le fait que ça soit connu, ils vont finir par... les bons comptes font les bons amis, surtout pour un hymne national. Il faut remarquer qu'au Canada, Calixa Lavallee n'a jamais été payé. Ah ben voilà. Alors, on comprend que si vous êtes musicien et vous voulez faire de l'argent en écrivant des hymnes nationaux, faites une croix là-dessus, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Ici, une autre chose incroyable, le plus grand, le plus énorme, le plus vaste, titanesque, cyclopéen instrument de musique, c'est le grand orgue souterrain des cavernes de Luray en Virginie, lithophone. C'est un instrument qui utilise les stalactites et les pierres de la caverne comme résonance. Donc, chaque pierre est accordée et puis une percussion à partir d'une console d'orgue. Et puis, c'est un instrument réel. Ça joue des mélodies, est encore en fonction aujourd'hui d'ailleurs, entretenu depuis toutes ces années-là. J'ai eu l'occasion, moi, personnellement, de jouer sur un lithophone. C'était des pierres musicales chinoises qui dataient de 1300 ans. 3 pierres qui avaient chacun leur note, c'était toutes sculptées à l'époque. C'était un spécialiste qui possédait cet instrument-là, et puis un dénommé Stéphane Micus, qui est un historien de la musique, qui avait joué au FIMAB, ici à Victoriaville. Si on parle d'orgue, il faudrait mentionner que l'orgue qui a été inventé au 2e siècle avant Jésus-Christ a été, premièrement, pendant longtemps, la machine la plus complexe qui existait. Exact. Et qui a été surtout popularisé par les Romains, parce que c'était le seul instrument qui était capable de couvrir le bruit de la foule durant les jeux du cirque. Non seulement ça, ce que je mentionnais tantôt, la pièce de 630 ans, c'est un orgue. Okay? Cet orgue est dans le plastique. Le premier silence a duré 1 an. La première note a duré 6 mois. Ça peut donner une idée un peu de ça. La peur de la musique, évidemment, ça s'appelle la phonophobie en français, puis en anglais, ça s'appelle la mélophobia.
Deux noms différents. Il y a des gens qui ont vraiment une terreur de la musique. S'ils entendent une note de musique, c'est comme la claustrophobie. Ça peut amener jusqu'à des crises physiques incroyables. En mars 2019, on a publié une étude sur l'effet de la musique sur le processus de vieillissement des fromages. Une étude là-dessus. C'est conclu que toutes sortes de musiques non-stop vont avoir une influence sur le goût des fromages et un panel d'experts culinaires déclare que le hip-hop a la plus grande influence sur la saveur. Il existe en Ontario une loi qui interdit de jouer tout instrument de musique dans l'environnement d'un bureau, alors qu'on se le tienne pour dit. Si vous avez l'intention de faire un spectacle de blues durant la journée dans votre bureau, vous risquez la prison en Ontario. Selon une étude en 2017, les termites dévorent le bois plus voracement quand ils sont exposés à la musique rock et heavy metal. La raison étant que les termites utilisent des vibrations afin de déterminer la composition de la texture du bois et savoir si c'est consommable. Alors, la musique rock aiguise énormément leur appétit. Si jamais vous avez des termites dans votre maison, faites-le jouer du Barry Manilow. Il est possible que ça les ralentisse un peu. D'ailleurs, Barry Manilow, il a grimpé au succès avec une pièce qui s'appelle « I Write the Songs ». J'écris les chansons, mais sauf que c'est pas lui qui l'a écrit, cette chanson-là. C'est quelqu'un d'autre. 1995, découverte archéologique du plus vieil instrument de musique. C'est une flûte en os qui date de 41 000 ans quand même, là. En Slovénie. Ils ont fait une réplique exacte, dans le moindre détail par numérisation de l'instrument. Et puis, les 4 notes qui jouent sont l'ouverture de Smoke on the Water de Deep Purple. J'aimerais donc continuer, parce que j'en ai beaucoup d'autres. Je vais vous donner, en finissant, parce qu'il nous reste quelques secondes, le plus long titre reconnu d'une pièce qui a été écrite durant la Deuxième Guerre mondiale par un Américain qui s'appelle « I'm a cranky old Yank in a cranky old tank on the streets of Yokohama with my Honolulu mama doing those Beto flat on my Cito Hero Ito Blues ». Ça, c'est un titre de... C'est seulement le titre. On a parlé de la pièce la plus longue. Voici le titre le plus long. Il y en avait un autre aussi qui se rapprochait, mais là, on va arrêter les longueurs ici. Tu as parlé de Barry Manilow. Barry Manilow. Anecdote, il y a quelques années, un centre commercial qui trouvait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se ramassaient à rien faire au milieu du centre commercial a trouvé que la façon de les envoyer, c'était de faire jouer du Barry Manilow. Sacré Barry, il est tellement utile dans notre société. C'est ça. Alors, moi, je vais parler de quelqu'un qui a été utile à sa façon dans la société à l'époque et qui est une légende au Québec, qui a même eu des chansons sur lui, Joe Monferrand. Alors, Joe Monferrand est reconnu, en fait, sa réputation qui a resté, c'est un homme fort. En fait, il était beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, il ne s'est pas distingué particulièrement par des tours de force comme un Louis Cyr, par exemple. Mais Joe Monferrand, si quelqu'un voulait faire le premier film d'arts martiaux québécois, ça serait son personnage. Joe Monferrand, d'abord, son nom, c'était Joseph Favre, dit Monferrand, parce qu'à l'époque, on avait le dit pour distinguer les différentes lignées des familles. Alors lui, Joe Monferrand est né à Montréal en 1802, et son père était, son grand-père d'abord, qui était celui qui avait emmené la famille au Canada, était un soldat dans les troupes du Chevalier de Lévis, et s'était établi à Montréal après la conquête de la Nouvelle-France, et il avait ouvert une salle d'escrime. Alors, c'était un individu reconnu, costaud, et il enseignait l'escrime et la boxe française, dite la savate. Donc, ce qui pourrait, à l'époque, pouvait se qualifier comme arts martiaux. Et Joe, son petit-fils, Joseph, va être très doué dans ces domaines-là et va devenir rapidement assez populaire dans les faubourgs montréalais. On va le qualifier, les Anglais vont le traiter de bully, ce qui va devenir en français boulet. Mais en fait, il va se distinguer parce qu'à un moment donné, il y avait 3 voyous, disons, dans le port de Montréal qui terrorisaient le voisinage. Et Joe va les mettre KO tous les 3 et dégager un petit peu, rassurer tout le monde. Alors, il va être, à l'âge de 16 ans, on dit qu'il mesure 6 pieds 4 pouces. C'est un grand blond, bel homme, paraît-il, reconnu pour sa force, mais encore plus pour son agilité et sa souplesse.
Entre autres, on va lui raconter, et il y a eu des bâtiments qui portaient la trace de ça pendant longtemps, que dans les tavernes, un de ses sports était de laisser sa trace dans la taverne en donnant un coup de pied dans le plafond. Et il laissait la trace de son talon. Donc, on voit qu'il avait appris certainement la savate de son grand-père. Et on va le voir aussi sur le Champ de Mars, à Montréal, devant une foule d'amateurs, relever le défi d'un boxeur anglais qui se proclamait champion de quelque chose et que Montferrand va mettre KO d'un seul coup de poing au début. Et de 1820 à 1821, d'abord, il était charretier, c'était ça son métier, Montferrand, mais en 1820 ou 21, il s'en va à Kingston, au Canada, et là, il va mettre KO un instructeur de boxe qui était pour laquelle la garnison locale, parce que Kingston est une ville militaire, une ville de garnison, avait une grande admiration et Montferrand va le mettre KO. Et là, il va s'engager à l'âge de 21 ans, en 1823, au service de la Compagnie de la Baie-du-Thon. Et là, il va être comme courrier pour la Compagnie de la Baie-du-Thon. Et en 1827, il va s'engager au service d'une entreprise de coupe de bois. Et là, il va s'en aller vers l'Outaouais. C'est là qu'il va travailler. La région de l'Outaouais, c'est la région où commence l'industrie du bois vraiment au Québec. Et c'était pour approvisionner, à l'époque, la flotte britannique. Alors, vous avez la ville de Hull, qui est à l'endroit où elle est aujourd'hui, et qui a été fondée en 1800 par Philemon Wright, par l'ouverture d'une scierie. Donc, c'est des bûcherons qu'il y a dans ce coin-là. De l'autre côté de la rivière, il y a une autre petite ville qui s'appelle Bytown. Ça ne s'appelle pas encore Ottawa. Bytown a été fondé, non pas pour la coupe de bois au départ, mais pour construire le canal Rideau, qui est un ouvrage militaire. Aujourd'hui, ça ne paraît plus, mais à l'époque, c'était ça. Donc, est construite par l'ingénieur en chef, c'est un certain colonel Bay, d'où le nom de Bytown, et qui va engager des travailleurs irlandais principalement pour travailler à la construction du canal. Quand le canal est fini de construire, bien, ces ouvriers-là se retrouvent sans emploi. Et c'est là qu'apparaît dans le secteur un certain Peter Aylan, un ancien marin qui a fait fortune dans le commerce du bois et qui veut acquérir le monopole de toute la coupe du bois dans la région. Alors lui, il va engager les anciens travailleurs irlandais, du moins certains d'entre eux, qu'on va appeler des shiners, qui viendraient du mot shiner, qui désigne les coupeurs de chêne. Et son but, c'est donc de prendre le monopole, et pour ça, il faut chasser les bûcherons canadiens-français qui travaillent de l'autre côté. Les shiners, disons-le tout de suite, sont des bandits. Ils vont faire beaucoup moins de coupe de bois que, excusez-moi l'expression, de cassage de gueule. Ils vont terroriser la région et se battre fréquemment avec les bûcherons canadiens-français. Et c'est vraiment des bandits. Ils vont se déchaîner vraiment, sans jeu de mots, en 1835. Aylan se met à leur tête à ce moment-là, et là, ils vont faire régner la terreur sur l'Outaouais et à Bytown, incluant dans les maisons et les commerces de ceux qui leur résistent. On va mettre le feu à des bâtiments. On va brutaliser et même tuer ceux qui vont s'opposer à eux autres. Des trains de bois, parce qu'à l'époque, on construisait des espèces de radeaux avec le bois qu'on devait emmener pour exporter, vont être attaqués et volés, littéralement, détournés, confisqués par les shiners. On va voir, le premier qui s'est fait tuer, c'est un Anglais du nom de Thomas Ford, tué dans une bagarre le jour de la Saint-Patrick, en 1828. Une des farces préférées des shiners, et là on peut voir un peu quel genre de personne c'était d'organiser des funérailles simulées avec une prostituée complètement saoule, qu'ensuite on déshabillait et on allongeait sur le trottoir entouré de bougies à la vue de tout le monde. On va voir aussi un fermier qui s'appelle Little, qui va avoir une dispute avec les shiners. Sa maison va exploser. Le juge George W. Baker va tenter de les arrêter
en arrêtant Peter Allen pour voie de fait lors du passage à tabac d'un avocat qui s'appelait Daniel McMartin. Et les Shiners vont se révolter et on va devoir appeler la garnison, l'armée, pour mettre fin à la violence et les empêcher de mettre le feu à l'hôtel où McMartin était en convalescence. Mais aussitôt que l'armée va partir, ça va recommencer. Un Shiner nommé Matthew Power va décider de régler un vieux compte avec Joseph Galipeau, qui était le propriétaire d'une taverne. Alors, 2 ans plus tôt, Galipeau avait abattu un Shiners nommé Martin Hennessy, qui était entré à cheval dans son établissement et qui cherchait vraiment la chicane. Et donc, Galipeau a tiré dessus, il l'a aveuglé d'un œil. Il ne l'a pas tué. Mais lorsque Power est venu pour se venger, a attaqué Galipeau, là, il a été tué. Et pendant que Galipeau attendait en prison pour son procès, parce qu'il était accusé, les Shiners ont mis le feu à sa taverne. Aussitôt qu'il a sorti de prison, il a quitté la ville, il est parti avec sa famille. Le jour de la Saint-Valentin 1835, ils vont attaquer la femme d'un orangiste, c'est des militants protestants, nommé Hobbs. Et Mme Hobbs était enceinte. Elle va tenter de se sauver en sautant de son traîneau, mais ses vêtements vont s'accrocher après le traîneau. Elle va être traînée sur le sol gelé pendant que les Shiners la poursuivent et continuent à la frapper. Ça vous situe un peu le genre d'individus? Dégueulasse personnage. Vraiment, des bandits, littéralement, dans tous les sens du mot. C'est dur à imaginer aujourd'hui, mais Ottawa, c'était vraiment le Far West. Durant cette période-là. C'est là que Joe Monferrand entre dans le décor. Il va, lui, n'aura pas peur, lui, des Shiners. Il va en mettre plusieurs KO, littéralement. Et finalement, il va y avoir un exploit absolument qui, là, on entre dans la légende. Parce que c'est dur de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire-là. En 1839, sur le pont de Chêne, qui menait de Hull à Bytown, donc à Ottawa, arrive une bande de Shiners qui se donne comme mission d'aller démolir Joe Monferrand. Joe Monferrand, au lieu de se sauver, s'en va leur faire face sur le pont. Et la passerelle n'est pas large. Ils sont obligés d'arriver un par un, peut-être 2. Et là, on ne sait pas combien ils étaient. Certains estimés vont jusqu'à 150. C'est pour vous dire. Et là, Joe Monferrand les fait passer par-dessus bord, un après l'autre. Dans une bagarre, d'ailleurs, on disait qu'il en avait attrapé un par les pieds, qu'il le faisait tourner pour assommer les autres. Il les envoyait dans le canal Rideau. Et il les envoyait dans la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais. Et donc, apparemment, ils savaient tous nager, parce que je n'ai pas entendu dire qu'il y avait eu des morts. Mais donc, il a gagné. Il est resté processeur du pont, devenu une célébrité, évidemment. Et donc, c'était on entre là, vraiment dans l'exploit là, pratiquement mythologique. Mais la bataille, la victoire des Canadiens français n'arrivera pas cependant grâce à Joe Monferrand. Elle va arriver parce qu'ils vont se regrouper et qu'ils vont décider de se défendre. Et la façon dont ils vont se défendre, en 1836, les bûcherons canadiens français bloquent les points stratégiques de la rivière des Outaouais en territoire québécois. Donc, du côté du Bas-Canada, là, les Shiners sont dépassés en nombre. Là, la majorité est canadienne-française. Ils peuvent donc ameuter les gens alentours et les Shiners peuvent toujours détourner un radeau, mais ils ne pourront pas aller vendre le bois, parce qu'il faut se rendre à Montréal. Et le seul chemin, c'est la rivière des Outaouais. Alors, Allen va être obligé de capituler et de vendre ses parts, et va s'en aller, mais il ne sera jamais poursuivi. Il va mourir assez riche, éventuellement. Et là, et à Bytown aussi, les citoyens commencent à en avoir assez. Et là, les Écossais, notamment, et les Anglais, les gens protestants, des gens plus conservateurs, vont vouloir rétablir l'ordre. Et là, Peter Allen sent la soupe chaude et va quitter Bytown et s'installer à Aylmer, où il va devenir un citoyen respectable. Et la paix va se rétablir au début des années 1840. Puis Joe Monferrand, lui, après 1840, ne va plus dans la région de l'Outaouais, dirige des cages de bois qui descendent jusqu'à Québec, donc à partir de Montréal. Puis en 1857, il se retire à Montréal, sur la rue Sanguinette, où il y avait une maison. Et
Il avait 55 ans, mais il est très, très diminué physiquement, on imagine. C'était des métiers qui étaient durs, rhumatisme et tout ce qu'on veut. Et il est adulé comme un héros dans son quartier. Et il va se remarier quand même. Il avait eu une épouse avant, Marie-Anne Trépanier, qui va décéder avant lui. Il va épouser Esther Bertrand, qui va lui donner un fils, Joseph Louis, après sa mort. Montferrand va mourir dans sa demeure le 4 octobre 1864. Et son fils, paraît-il, Joseph Louis, avait la même stature que son père. Avait hérité de la génétique de son père. Et c'est Wilfrid Laurier qui va être en 1868 le premier prosateur à tenter de populariser ce héros qui était connu surtout par la tradition orale. Et là, il va connaître une troisième vie, dans laquelle il va devenir une espèce de héros mythologique. Alors, on va le voir dans des imprimés. Des auteurs vont parler de Joe Montferrand. On va l'interpréter au théâtre. Et dans la chanson, La Bolduc va faire une chanson sur lui. Et bien sûr, Gilles Vigneault, avec le grand Joe Montferrand, assis sur le Cap Diamant. Ce qui manque, c'est un film. Et ça pourrait être un film d'action superbe, mais qui ne se fera sans doute pas, parce que comme le chante un groupe populaire, tout au Québec ici. Alors, voilà. Et on arrive à la fin de notre saison de Histoire à dormir debout. Alors, et c'est là-dessus, Charles, je pense qu'on a... des fois, on a de la misère à raccorder nos sujets, mais là, on le raccorde encore. Ouais. On a parlé de musique populaire, j'ai parlé de héros populaires. Ça finit toujours par se rejoindre. Bien sûr. Et puis, c'est les sujets qui nous accrochent au fil de nos pérégrinations. C'est la différence avec les gens, j'imagine, c'est que nous autres, on les note, on les prend en note, puis on décide de s'en parler, puis d'approfondir un peu. Je conseille à tout le monde de faire ça. Vous allez trouver une source de joie, d'intérêt et de choses étonnantes. Et c'est là-dessus que je termine cette saison de Histoire à dormir debout. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat et Charles Degnaud qui vous disent bonsoir. Et peut-être une autre fois, en attendant, restez à l'antenne de TVCBF. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.